Si sur le plan technique et industriel, l'Italie fasciste ne sera jamais à la hauteur du rôle qu'elle souhaite jouer, son industrie cinématographique, elle, sera l'une de ses plus grandes réussites. En crise pendant les années 1920, le cinéma italien sera le premier d'Europe 20 ans plus tard. Ce succès est le résultat d'un cinéma axé presque exclusivement sur le divertissement et finalement assez peu sur la propagande. Elle s'exprime par le biais de films de commande de l'État italien et de quelques œuvres de production privée. Pendant les années 20, le cinéma italien s'exporte très mal, concurrencé par des films américains et allemands d'une industrie en plein essor. Le gouvernement n'apporte aucun soutien au cinéma de fiction et la production nationale reste marginale avec une vingtaine de films par an. L'État italien se concentre surtout sur le contrôle idéologique de la société via la censure. Le cinéma est vu par Mussolini comme un spectacle populaire dangereux qu'il faut surveiller plutôt que développer. Au milieu des années 20, l'État crée l'Institut Luce, un centre de propagande à vocation éducative. Les films tournés par cet institut seront projetés dans les salles italiennes suite à un décret de 1926 rendant leur diffusion obligatoire auprès du grand public. Outre des documentaires faisant l'éloge du fascisme, des actualités filmées appelées cinegiornali sont diffusées 5 fois par semaine en plusieurs langues. 130 millions de spectateurs sont touchés par plus de 120 000 projections. Lorsque les cinémas parlants débarquent à la fin des années 1920, le régime de Mussolini refuse que les films étrangers soient diffusés en version originale. Le doublage se généralise avec des acteurs italiens pour réécrire certains dialogues. C'est en entrant dans la décennie suivante que l'Italie fasciste va structurer une véritable industrie cinématographique. Le 18 juin 1931, une prime de 10% est instaurée sur les entrées de films italiens. L'objectif est de jouer l'équilibre entre un cinéma idéologiquement compatible et une production capable de séduire le public. L'Italie va créer en 1934 la Direction générale de la cinématographie, dont son dirigeant, Luigi Freddi, défend un cinéma contrôlé par l'État. Il souhaite cependant que le cinéma privilégie le respect des goûts du public et tienne un esprit de moralisation plutôt qu'une politisation directe. Un an plus tard, l'ENIC est fondé dans le but de gérer la production, la distribution et l'exploitation des films italiens. En 1936, la première pierre de l'un des plus grands projets de Benito Mussolini est posée, le Cinecittà, un grand complexe de studios de cinéma qui propose une formation professionnelle pour intégrer le milieu, un symbole fort du fascisme italien qui souhaite un concurrent fort à Hollywood. De nos jours, le Cinecittà est reconnu pour avoir accueilli parmi les réalisateurs les plus prestigieux de l'Italie. Federico Fellini, Anna Magnani, Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini et bien d'autres. La création de ce complexe booste la production fictionnelle et propose 45 longs métrages en 1938 et jusqu'à 119 films rien que pour l'année 1942. En parallèle, l'Institut Luce étend son influence et concurrence le Cinecittà sur le cinéma de fiction, ce qui provoque quelques tensions. Luigi Freddi accuse l'Institut de produire un cinéma ennuyeux, pauvre techniquement et qui ne répond pas aux attentes du public. Il s'engage alors dans la création d'un organisme concurrent à l'Institut, l'INCOM. Fondé à Milan en 1938, l'INCOM concurrencera l'Institut Luce sur le genre documentaire et fera ses premiers pas pendant la guerre d'Espagne. Le régime considère le film historique comme le plus fasciste des genres, car il permet de réécrire le passé pour légitimer le présent. En 1937, 2 films majeurs atterrissent sur les toiles italiennes, Condottieri de Luis Trenker et Scipione l'Africano de Carmine Gallone, 2 films miroirs à l'idéologie fasciste. Le premier évoque la marche sur Rome à travers la figure de Giovanni de Médicis. Les costumes des mercenaires de la Renaissance et la discipline des troupes rappellent volontairement les chemises noires et la marche sur Rome de 1922. Le film utilise la figure historique de Giovanni de Médicis pour symboliser le désir d'unifier l'Italie. Le deuxième fait un lien direct entre les guerres puniques de la Rome antique avec sa victoire sur Carthage et la conquête contemporaine de l'Éthiopie. Le culte du chef et le salut fasciste y sont projetés dans l'Antiquité avec un parallèle entre Mussolini et Scipion l'Africain.
C'est le film le plus emblématique de l'année. Mussolini est omniprésent à l'écran. Son image sature l'espace médiatique italien via l'Institut Luce. Le dictateur est filmé partout, discours, inauguration, mais aussi dans sa vie privée, vacances, moments de détente à la Villa Torlonia. La mise en scène de ses apparitions est si travaillée qu'elle transforme Mussolini en un personnage aux multiples costumes, ouvrier, aviateur, escrimeur, etc. Des films comme Una giornata romana di Benito Mussolini de 1934 visent à montrer un visage plus affable et proche du peuple, mettant en scène sa routine familiale pour créer une complicité avec le spectateur. Ce film est particulièrement intéressant car il était destiné à l'étranger. Il met en scène une journée type du dictateur italien. Sport dès 6h du matin, équitation, trajet vers son bureau en voiture, tâches de chef de gouvernement et moments intimes avec ses enfants et son gendre. L'image et le personnage du Duce sont ainsi construits pierre par l'Institut Luce. Avec l'arrivée du Cinecittà, le régime investit massivement dans des superproductions au budget disproportionné pour relancer l'industrie cinématographique italienne. Elle met notamment en avant l'armée italienne via les campagnes des guerres d'Éthiopie et d'Espagne. Le cinéma italien de cette période cherche à glorifier l'héroïsme quotidien plutôt que les faits d'armes extraordinaires. Dans Luciano Serra Pilota de Goffredo Alessandrini, un ancien pilote de la Grande Guerre, devenu un peu marginal, revient au service pour la campagne d'Éthiopie et se sacrifie pour son fils, lui aussi pilote. C'est le film le plus emblématique de la réconciliation entre les générations. Le père, l'Italie d'avant, se rachète par le courage et transmet le flambeau au fils, l'Italie fasciste. Le film met en avant l'armée de l'air italienne comme le fer de lance de la modernité du régime et la passion personnelle de Mussolini et de ses fils pour le pilotage. Le réalisateur Mario Camerini, dont l'on a déjà parlé dans une précédente vidéo étant le réalisateur du film Ulysse, réalise Il Grande Appello. Il raconte l'histoire d'un Italien exilé à Djibouti qui vend des armes aux Éthiopiens par pur opportunisme et qui finit par retrouver son sentiment patriotique en voyant son fils s'engager dans l'armée italienne. Film de pure propagande, il filme les infrastructures construites par les colons italiens avant de filmer les combats. Les ponts, les hôpitaux, les routes sont mis en avant pour présenter l'apport technique et social de l'Italie. Concernant le conflit espagnol, le ton change avec l'engagement aux côtés des forces franquistes. On passe d'une guerre de conquête coloniale à une lutte idéologique mondiale. Contrairement à la guerre d'Éthiopie, où l'adversaire était jugé rétrograde, l'ennemi en Espagne est présenté comme un sacrilège et un barbare. Le cinéma devient viscéralement anticommuniste. L'Institut Luce envoie ses opérateurs tourner des documentaires avant que des fictions ne soient produites et mène le cinéma de propagande italien vers un succès international. On observe à travers ces films une différence de posture. En Afrique, le cinéma italien est paternaliste et bâtisseur, tandis qu'en Espagne, il est purement idéologique et part en croisade contre le communisme. L'Assedio dell'Alcázar de Augusto Genina est considéré comme le grand chef-d'œuvre du cinéma italien du début des années 40. Cette coproduction avec le gouvernement franquiste remporte la Coupe Mussolini à Venise et connaît un immense succès international en étant projeté dans plus de 20 pays, validant la stratégie de propagande par le grand spectacle. Il relate le siège historique de l'Alcázar de Tolède en 1936, où des cadets nationalistes ont résisté pendant des mois face aux troupes républicaines. Réaliste et sobre, il impressionne la critique et présente la victoire comme un acte d'héroïsme purement espagnol et spirituel, renforçant l'idée d'une renaissance latine et chrétienne face au communisme. Le cinéma fasciste de cette période se distingue par un réalisme esthétique qui évite l'emphase trop lourde des propagandes allemandes ou américaines, préférant un ton plus retenu pour susciter l'attention. Le film d'Augusto Genina reçoit un accueil dithyrambique, un film de guerre sobre et efficace qui reçoit un immense succès à l'international. Il vient casser une idée répandue que le cinéma de fiction italien sous le régime de Mussolini était médiocre et incapable de toucher un public plus large qu'au niveau national. L'Assedio dell'Alcázar sera une rampe de lancement au mouvement néo-réaliste d'après-guerre. Le cinéma de propagande italien aura été l'un des projets les plus aboutis et les plus ambitieux du régime fasciste. En refusant une politisation trop frontale et en privilégiant ce que Luigi Freddi appelait le cinéma de distraction,
Le pouvoir a réussi à transformer un outil de contrôle en une véritable industrie. Si l'idéologie de Mussolini s'est effondrée avec la guerre, l'outil technique qu'il a forgé, lui, est resté. Les studios de Cinecittà, les techniciens formés par le régime et cette recherche d'un réalisme à l'italienne ne sont pas morts avec le Duce le 28 avril 1945. Au contraire, ils ont servi de fondation sur laquelle les futurs maîtres comme Rossellini ou Visconti allaient bâtir le néo-réalisme. Merci d'avoir suivi ce 9e épisode d'Histoire du cinéma de propagande. C'était Monsieur Kinétographe. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.